Bonjour, dans cette série de vidéos, on va s'intéresser à l'électromagnétisme 2. On va consacrer la première partie de cette série à une lecture du cours de l'électromagnétisme. On va commencer par les lois locales de l'électromagnétisme. C'est le premier chapitre pour la MP, alors que c'est le deuxième pour la PCI. La PCI. On va commencer par des notions de base d'analyse vectorielle qu'on va utiliser ultérieurement. On a vu en mécanique qu'on a trois systèmes de coordonnées. On a les coordonnées cartésiennes, les cylindriques et les coordonnées sphériques. Et en mécanique, on a vu le vecteur déplacement élémentaire DOM qui quantifie un petit déplacement du point M lors du mouvement, bien sûr, d'un système. DOM possède une expression différente d'un système de coordonnées à l'autre. On a l'expression cartésienne, c'est dx, ex plus dy, ey plus dz, ez. De même pour les coordonnées cylindriques, dr, er plus r dφ, fi plus dz, ez. Et pour les coordonnées sphériques, on a dr, er plus r dθ, eθ. Ici, on a r sinus θ, dφ, eφ. Le phi qu'on a ici, pour les coordonnées cylindriques, c'est le même phi qu'on a là, alors que le r n'est pas le même. ER en cylindrique, c'est le euro, alors que ER en sphérique, c'est le vecteur unitaire qui porte OM. En électromagnétisme, à partir de ce déplacement, le vecteur de déplacement élémentaire, on détermine les surfaces élémentaires et le volume élémentaire. Le volume, c'est simple, il suffit de multiplier les différentes composantes de vecteur DOM, dx, dy, dz. Ici, r dφ fois dr fois dz. Ici, on aura dr fois r dθ fois r sinus θ dφ, ce qui nous donne cette expression-là. Alors que pour ds, on a un petit problème, c'est que on a plusieurs surfaces élémentaires selon la structure qu'on a. Si on a un parallélépipède, on va utiliser les coordonnées cartésiennes. Et dans ce cas-là, on a trois types de surfaces. On a des surfaces dont le ds est porté par Ex, des surfaces dont le ds est porté par Ez, et des surfaces dont le ds est porté par Ez. Le ds est toujours perpendiculaire à la surface considérée. Et pour trouver la composante, c'est-à-dire ici dx, dy, soit on utilise le schéma, mais le plus simple, c'est d'utiliser le DOM. Lorsqu'on trouve que la surface considérée, la surface qu'on étudie, est portée par EX par exemple, il suffit d'éliminer EX dans l'expression de DOM et prendre les deux autres composantes. De même pour les autres systèmes de coordonnées, par exemple pour ds qui est suivant EFI, on a ici le vecteur unitaire, c'est EFI, donc la surface est perpendiculaire sur EFI, donc on élimine la composante suivant EFI et il nous reste deux composantes suivant EZ et suivant ER, et donc ds c'est dr dz, c'est ce qu'on trouve ici, dr dz, suivant EFI bien sûr. Donc c'est la méthode qu'on utilise pour déterminer ds, l'expression de ds, vecteur de déplacement élémentaire, et le volume élémentaire des taux à partir du DOM bien sûr. Pour l'orientation, on ajoute des plus et des moins pour le surface élémentaire. On a deux cas, soit que la surface considérée est fermée, et dans ce cas-là, si on a une surface ici, une surface fermée, alors ds en tout point de cette surface est toujours vers l'extérieur. En tout point, ds est toujours vers l'extérieur, c'est une convention. Alors que si on a une surface ouverte, dans ce cas-là,
par exemple un carré, un rectangle. La surface ici n'est pas fermée, c'est une surface ouverte. DS est perpendiculaire sur cette surface là, donc on a deux cas, soit que DS est sortant ou DS est entrant. On peut choisir l'un ou l'autre, c'est une orientation qu'on choisit arbitrairement. Donc pour le choisir, il suffit de prendre une direction de notre contour, le contour qui entoure la surface considérée. Si on prend cette orientation là comme le sens positif, alors la rotation dans ce sens là nous donne la direction de DS. Et si on tourne dans ce sens avec notre main droite, on obtient que DS est sortant. Donc DS, le vecteur DS est un vecteur sortant. Donc c'est la première partie de notre cours. On utilise aussi les opérateurs vectoriels. Ce sont des opérateurs mathématiques qu'on trouve généralement en électromagnétisme, mais aussi dans plusieurs domaines de la physique. On a le gradient. Voici l'expression selon le système de coordonnées utilisé. On peut remarquer que ici on a les composantes de DOM, dr, r dφ, dz, r sinus phi, r dθ, et dr. C'est les mêmes composantes qu'on a ici de DOM. Donc à partir de DOM, on peut déterminer l'expression du gradient. C'est pourquoi généralement dans la majorité des concours, ici l'expression du gradient n'est pas donnée. Les expressions sont généralement, on ne trouve pas les expressions dans la feuille de l'épreuve. Alors que pour la divergence, c'est un opérateur scalaire qui s'applique sur un vecteur. Par exemple, si on a un vecteur A qui possède trois composantes AX, AY suivant EY, AZ suivant AZ, suivant EZ, on dérive chaque composante par rapport à la coordonnée correspondant au vecteur EX, EY ou EZ. Et donc, de même dans les autres coordonnées, mais ici on divise sur R et on multiplie par R, ici on divise sur R carré et on multiplie par R carré dans la base sphérique. Mais généralement, ces expressions-là sont données. On trouve aussi le rotationnel. On va voir l'intérêt de ces opérateurs après. On a aussi le rotationnel qui est un opérateur vectoriel. Donc le résultat c'est un vecteur, alors qu'ici le résultat c'est un scalaire, c'est un nombre. Et l'expression de rotationnel dépend du système de coordonnées bien sûr. On trouve aussi le Laplacien. Le Laplacien c'est un delta qui s'applique sur un vecteur ou un scalaire, c'est la même chose. Ici on a appliqué le Laplacien sur un scalaire, c'est la fonction f. On dérive cette fonction par rapport à x, y, z deux fois. Et donc on trouve le Laplacien en coordonnées cartésiennes. Alors que en cylindrique et en sphérique, voici les expressions. Et bien sûr, on les trouve dans les données aussi. On a ici un ensemble de remarques. La remarque la plus importante, c'est que la notation, on peut avoir une notation de ces opérateurs en utilisant l'opérateur nabla. C'est un triangle avec une flèche. Dans cette notation, le gradient c'est le seul triangle appliqué à f. Le gradient c'est nabla scalaire A. Le rotationnel c'est nabla vectoriel A. Et Laplacien c'est nabla carré. Et donc on trouve la notation des opérateurs vectoriels en utilisant l'opérateur nabla.
On a ici des relations entre les opérateurs, le rotationnel de gradient d'une fonction égale à 0, la divergence de rotationnel égale à 0. Généralement, ces expressions-là sont données aussi dans la majorité des épreuves. On peut montrer aussi dans le cadre de l'analyse vectorielle que si on a ici ce qu'on appelle un flux, le flux de A à travers la surface, le 0 sur l'intégrale, c'est une surface fermée. On a une surface fermée ici, et on a un champ vectoriel A par exemple, qui est défini en tout point, qui traverse cette surface-là. Le flux de A à travers la surface, donc ici on a le flux, égale à l'intégrale triple de sa divergence, la divergence du champ, fois d tau. C'est ce qu'on appelle le théorème de Green-Ostrov-Gradsky. On trouve aussi le théorème de Stokes. C'est la circulation. La circulation de A égale à l'intégrale double de rotationnel A fois ds, tel que ici le volume qu'on a là dans l'intégrale triple, c'est le volume dans la entouré par la surface de l'intégrale double, alors qu'ici la surface d'intégration ici c'est la surface entourée par le contour L de l'intégrale simple. Donc c'est la notion de base qu'on va utiliser dans le cadre de ce chapitre là. Maintenant on va essayer de rappeler quelques notions de l'électrostatique. Dans l'électrostatique on a vu que le champ électrique ou électrostatique créé par une distribution est donné par le théorème de Gauss. Et donc si on a une distribution de charge ici, on peut choisir n'importe quelle surface de Gauss, donc c'est la surface sigma. C'est une surface fermée bien sûr, donc il contient un volume, tel que le flux de champ électrique à travers cette surface là. Donc voici le champ électrique, le flux de champ électrique à travers cette surface égale à la charge intérieure sur epsilon 0. Epsilon 0 c'est une constante, et la charge intérieure c'est la charge contenue dans la surface de Gauss. Donc Q intérieur c'est cette partie là. Donc c'est la forme, c'est ce qu'on appelle la forme intégrale de théorème de Gauss. On peut utiliser le théorème de Green-Ostrov-Gradsky qu'on a vu précédemment pour transformer l'intégrale double en une intégrale triple. C'est ce qu'on a là. Et donc l'intégrale double c'est l'intégrale triple de la divergence de E. Or Q intérieur on peut l'écrire comme étant l'intégrale triple de ρ d tau. On a vu en électrostatique que toujours la charge, la distribution réelle de la charge c'est une distribution volumique, alors que les distributions surfaciques et linéiques sont des modélisations de la distribution volumique. Donc toute cette distribution de charge peut s'écrire sous la forme d'une distribution volumique. C'est dans le cas général. Donc on peut toujours écrire que Q intérieur égale à l'intégrale triple sur le même volume de ρ d tau. Et donc le volume qu'on a ici c'est le volume qui entoure la surface de Gauss. Ici c'est le même volume qui entoure la surface de Gauss, car Q intérieur c'est la charge à l'intérieur de notre surface de Gauss. Et donc en remplaçant dans le théorème de Gauss, on peut simplifier l'intégrale triple et le d tau, et on obtient l'équation locale du théorème de Gauss. Donc le théorème de Gauss possède deux formes. Une forme intégrale, c'est l'intégrale double de E ds égale à Q intérieur sur epsilon 0. Et on a ici la forme locale du théorème de Gauss, qui s'écrit sous la forme de divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. C'est l'une des équations de base de l'électromagnétisme. Donc ρ c'est la densité volumique de charge, epsilon 0 c'est la constante D électrique.
E c'est le champ électrostatique, alors que la divergence c'est l'opérateur vectoriel qu'on a vu précédemment. Donc, c'est quoi la signification de cette équation là? La signification de cette équation peut être visualisée à l'aide de ce schéma là. On a ici le cas d'un ρ inférieur à 0, donc on a une charge négative dans une région par exemple. Si on détermine le champ électrostatique créé par cette charge, on remarque que le champ électrostatique en tout point de l'espace est toujours dirigé vers cette charge là. Donc on peut dire que le champ est convergent. Le champ électrostatique converge vers la charge Q qui est négative dans ce cas là. Donc la divergence est négative. Donc dans cette relation, la divergence de E est négative. Donc c'est la signification de l'opérateur divergence. L'opérateur divergence nous dit est-ce que le champ est divergent ou convergent dans la zone d'espace étudié. Et au contraire, si on a un ρ positif, on a une charge positive et donc le champ électrostatique est toujours dirigé vers l'extérieur en tout point. Donc la divergence est positive dans ce cas-là, car le champ est divergent à partir de cette charge-là. Donc c'est la signification de la forme locale de notre théorème de Gauss. Si une distribution de charge génère un champ électrique comme ceci, donc ce champ-là n'est pas divergent et n'est pas convergent. Donc dans cette région-là, divergence de E égale à 0. On n'a pas de charge. On ne peut pas mettre une charge à l'intérieur de cette distribution-là pour avoir le champ, la distribution de champ qu'on a ici. Donc c'est la signification de la forme locale du théorème de Gauss. Une autre application qu'on peut faire en électrostatique, c'est de prendre un plan infini, c'est le plan qu'on a ici, et de considérer qu'il a une charge surfacique, une densité de charge surfacique sigma, uniforme bien sûr. On va prendre l'axe perpendiculaire sur le plan, c'est l'axe Z, dont le vecteur unitaire est notre TK ici, et on va appliquer le théorème de Gauss selon les étapes qu'on a déjà vues. Donc la première étape, c'est le système de coordonnées. On va prendre les coordonnées cylindriques. On peut étudier le système en utilisant aussi les coordonnées cartésiennes, mais c'est la même chose. Les plans de symétrie pour un point ici M de l'espace, on peut dire que voici ER dirigé vers la projection de M sur le plan. Voici Eθ ou Eφ, il doit être dirigé vers l'autre côté pour que ER vectoriel Eφ donne EZ. Donc le plan c'est le plan ER Φ, et on peut remarquer simplement que le plan qu'on a ici, le plan MERK et MEφK, ce sont des plans de symétrie, et donc le champ électrostatique est porté par le vecteur K. C'est l'intersection des deux plans de symétrie. Pour l'invariance, il suffit de remarquer qu'on a une invariance par translation selon R et selon Φ, en rotation, par rotation autour de Z, car on a un plan infini. Donc notre plan chargé c'est un plan infini. Donc le champ électrostatique ne dépend que de Z. Donc le champ électrostatique ne dépend que de Z. Pour la surface de Gauss, il suffit de prendre la même structure correspondant à au système de coordonnées choisi.
on a utilisé les coordonnées cylindriques, donc on va prendre une surface de Gauss cylindrique aussi. Donc un cylindre d'axe OZ et qui traverse notre plan. Donc voici la surface de Gauss considérée. Cette surface-là peut être décomposée en 3 surfaces. La première surface, c'est la surface de base qu'on a ici. La base inférieure, c'est la deuxième. Et on a ici la troisième base, c'est la surface latérale. Et pour chaque surface, on a ds correspondant à cette surface-là. On peut appliquer l'expression qu'on a vue, la méthode qu'on a vue précédemment pour déterminer ds. Par exemple, pour ds1, il doit être perpendiculaire à la surface, donc il est dirigé vers le haut ou vers le bas. Mais la surface est fermée, car on a une surface de Gauss, donc le cylindre c'est une surface fermée. ds est donc dirigé vers le haut. Dirigé vers le haut, donc suivant plus k. Donc la surface est portée par k. Et pour les composantes, on prend le produit des deux composantes de DOM en éliminant la composante suivant k. De même pour les autres, et on trouve les expressions qu'on a ici. Donc l'intégrale double de E ds, c'est le flux de champ électrique à travers la surface de Gauss, peut être décomposé en 3 surfaces, en 3 intégrales. L'intégrale sur la surface de base 1, la surface latérale et la surface de la base 2. Pour la surface latérale, on a un ds porté par ER, alors qu'on a ici E est porté par K, donc cette partie-là est nulle, ce produit scalaire est nul. Alors que pour les autres intégrales, on aura K de E scalaire K de ds égale à 1. Donc on aura E fois ds et E fois ds. Mais il faut faire attention, car on n'a pas le même E, on n'a pas le même champ électrostatique. Pourquoi? Car E dépend de Z. Or Z de la base qu'on a là, c'est pas le même Z qu'on a ici. Donc on peut dire qu'on a ici un Z, alors que pour la base inférieure, on a un autre Z. C'est ce qu'on appelle ici Z1 et Z2. Donc on aura pi r carré, c'est l'intégrale de r dr dφ. L'intégrale de dφ, c'est de 0 à 2pi, donc on aura 2pi. L'intégrale de r dr va donner r carré sur 2 entre 0 et petit r. Et donc on va trouver que l'intégrale donne pi r carré. Et donc on aura pi r carré E de Z1 moins E de Z2. Alors que Q intérieur, c'est la charge qui est à l'intérieur de la surface de Gauss. La partie chargée à l'intérieur de la surface de Gauss, c'est cette partie-là. Et donc, c'est pi r carré fois sigma, car on a une charge surfacique. Une charge surfacique, donc c'est une intégrale double de sigma fois ds. ds c'est r dr dφ, car la surface est perpendiculaire sur k. Et donc, on aura pi r carré fois sigma. Alors, E de Z1 moins E de Z2 égale à sigma sur epsilon 0. Cette expression-là égale à Q intérieur sur epsilon 0. Donc, on s'intéresse à la continuité du champ à travers le plan Z égale à 0, c'est le plan chargé. Donc, on a notre plan chargé par sigma. On considère que le plan CZ égale à 0. Si on connaît l'expression du champ ici, est-ce qu'on peut déterminer l'expression du champ juste en bas de notre plan? Oui, il suffit d'utiliser cette relation-là. C'est ce qu'on appelle la relation de continuité du champ électrostatique, qu'on peut écrire dans le cas général sous cette forme-là. E2 moins E1. Donc on a deux parties de l'espace, la partie 1 et la partie 2. Si on connaît E2 et ici E1,
c'est E2, E1. La différence entre les deux, c'est sigma sur epsilon 0. Sigma, c'est la charge du plan, si on a un plan chargé. Et n, c'est un vecteur unitaire dirigé du plan vers le milieu 2. De 1 vers le milieu 2. Donc, c'est le vecteur n, 1, 2. Donc, c'est notre relation de continuité ou relation de passage. On l'appelle aussi la relation de passage du champ électrostatique. On peut montrer, en utilisant une autre démonstration, que si on a ici un plan chargé par sigma, on a un champ électrique au voisinage bien sûr de sigma. On peut le décomposer bien sûr en deux champs, une composante tangentielle et une composante normale. Dans l'autre côté, si on veut déterminer la relation entre E1 et E2, le champ dans l'autre côté, on a montré ici que la composante normale n'est pas continue. Donc il faut savoir le sigma, la charge. Donc on peut dire que sigma dans ce cas-là est positif et donc on aura un champ qui est dans cette direction-là. On peut avoir un champ dans cette direction bien sûr. Donc c'est E1', E'(n). Donc c'est la composante normale qui n'est pas continue du champ électrostatique, alors que la composante tangentielle, elle est toujours continue. Donc on va prendre une composante parallèle et de même dimension. Et le champ dans l'autre côté, c'est la somme des deux composantes, tangentielle plus normale dans l'autre partie de l'espace. Et bien sûr, cette relation-là est valable au voisinage du plan, en dessous et en dessus de plan. Donc c'est ce qu'on appelle les conditions de continuité de champ électrostatique. Une autre notion très importante en électrostatique, c'est le potentiel scalaire. Le potentiel scalaire en électrostatique, dans la première année, il est défini par la relation suivante. E égale à moins gradient de V, c'est le potentiel scalaire. On peut le définir aussi par cette relation-là. C'est la circulation. La circulation de E dOm égale à moins dV. Et donc, on n'a pas l'intégrale. On n'a pas cette intégrale-là. dC, c'est E dOm, et donc c'est moins dV. Donc V, c'est moins l'intégrale. Donc ici, on aura V, c'est moins l'intégrale de E scalaire dOm. Donc dOm est toujours connu, alors que E, il suffit de déterminer le champ électrostatique en utilisant par exemple le théorème d'Ampère, le théorème de Gauss, ce qui permet de déterminer V, le potentiel. Or, en appliquant l'opérateur rotationnel, ici, rotationnel de E, c'est moins rotationnel de gradient de V. Or, rotationnel de grade égale à 0. Toujours, c'est une propriété qu'on a vue ici. Donc, rotationnel de gradient de n'importe quelle fonction égale à 0. Et donc, on peut trouver que rotationnel de E égale à 0. C'est une autre équation très importante de l'électrostatique dans ce cadre-là. C'est ce qu'on appelle l'équation de Maxwell-Faraday dans le cas statique. En effet, c'est l'origine de la loi d'Émile. C'est cette relation-là. En utilisant ces deux relations, c'est-à-dire cette équation-là, l'équation de Maxwell-Faraday, et l'équation de Gauss, divergence de E locale bien sûr, en remplaçant E par son expression ici, c'est moins divergence de V, on va trouver divergence de gradient
qui est égal à moins Laplacien. C'est une propriété qu'on a vue précédemment aussi. Et donc, en utilisant la deuxième partie du théorème de Gauss, qui dit que divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Donc, Laplacien de V plus ρ sur epsilon 0 égale à 0. C'est ce qu'on appelle l'équation de Poisson. Il faut connaître, démontrer cette équation-là. On a ici presque 4 équations qu'il faut savoir, les démontrer bien sûr. La première, c'est la forme locale de l'équation de Gauss. À partir de l'intégrale double de E ds égale à Q sur epsilon 0, Q intérieur sur epsilon 0. Il faut savoir démontrer divergence de E égale à ρ sur epsilon 0. Il faut connaître l'équation de passage, la démonstration, et démontrer que rotationnel E égale à 0, c'est ce qu'on a fait précédemment, et l'équation de Poisson bien sûr. Pour les remarques, le potentiel est toujours défini avec une constante additive. Pourquoi? Car on n'a pas ici des bornes sur l'intégrale. Donc, lorsqu'on détermine la primitive, on ajoute une constante toujours, et la constante là, cette constante est déterminée par continuité du champ électrostatique, du potentiel électrostatique scalaire, comme on a vu bien sûr en électrostatique. La deuxième chose, c'est qu'en absence de ρ, si ρ égale à 0, donc on n'a pas de charge volumique, donc on aura ici un 0, donc divergence Laplacien de V égale à 0, c'est ce qu'on appelle l'équation de Laplace. C'est une autre équation importante d'électrostatique. Pour l'équation de Poisson, il possède bien sûr une solution. C'est une équation différentielle linéaire, mais de deuxième ordre, avec 3 variables, car V il peut dépendre de x, y et z, donc les 3 coordonnées. Pour une distribution finie de charge, donc un fil fini, un disque, etc., on peut montrer que V, le potentiel, égale à 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est une constante, ρ de P, d-tau fois Pm. Donc on a une distribution ici finie, on a notre point M dont on veut calculer le champ, l'expression de potentiel. On choisit un point P de la distribution, bien sûr un point quelconque. Le volume au voisinage de ce point, c'est le volume d-tau. La densité correspondante à ce point, c'est ρ. Et donc, on calcule l'intégrale. Ce qui permet de déterminer V de M. Donc, c'est un résumé de l'électrostatique dans le cadre de l'électromagnétisme 2.